Good Morning Business, le grand entretien. À 7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Eva Bernequeux. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Eutelsat. Vous opérez des satellites. Pour bien comprendre le contexte dans lequel vous venez ce matin, je pense qu'il faut faire un petit point bourse. Il y a 3 jours, Eutelsat était sur des points historiquement bas. On était autour d'1,50 €. Compétition de Starlink, dette. On va en parler dans le détail. Mais ça, c'était il y a 2 jours. Depuis, le titre a pris 200% lors des 2 dernières séances en bourse. On est désormais à 3,57 €. La raison, c'est l'Ukraine. Tout le secteur de la défense a grimpé en bourse. Mais vous, directement, vous êtes sur le sujet Starlink. Est-ce que clairement, si Elon Musk se retire d'Ukraine, vous pouvez le remplacer ? Pour l'Ukraine, en fait, depuis le début de la crise en Ukraine, on a servi avec nos distributeurs de l'Ukraine avec la capacité en orbite basse. Nous, on travaille typiquement avec des distributeurs, et ici des distributeurs européens, qui ont acheté la capacité et qui fournissent des terminaux pour l'Ukraine. Cette crise-là, c'est... depuis le début, ça montre bien l'importance du spatial dans des crises militaires d'aujourd'hui. Je pense que ça a même démarré avec une crise satellitaire sur la satellite de Viasat, les satellites K, qui a été hacké, ou en fait les terminaux ont été hackés. Et aujourd'hui, on voit bien que la capacité des Starlink, et aussi de nous, on en parle un peu moins, est essentielle pour les mouvements des troupes, pour aussi les civils en Ukraine, là où les réseaux mobiles ne marchent plus. Mais justement, Starlink et SpaceX, c'est 6000 satellites. Vous, c'est 634 avec Eutelsat. Est-ce que je débranche Starlink, j'ai la même compétence si je passe par vous ? On n'a pas on a les mêmes compétences. Alors, ça veut dire qu'on a une couverture globale avec nos 600 satellites. La raison, une grosse partie de différence, c'est que nous, on vole un tout petit peu plus haut, en 1200 km. Eux, ils volent à 400 km. Alors, simplement pour couvrir bien le monde, il faut beaucoup plus quand on est dans une orbite plus basse. Mais on donne aussi la capacité qui couvre l'ensemble de l'Ukraine et aussi des pays autour, tout les globes est couvert. On n'a pas la même quantité de capacités. Mais en fait, ce qu'on voit en Ukraine, ce n'est pas forcément la quantité de capacité, c'est surtout cette couverture sécure qui couvre partout, qui couvre même quand il n'y a pas d'électricité, qui est importante. Ce n'est pas tout à fait le même niveau de technologie non plus. OneWeb est plus ancien que Starlink. OneWeb est plus ancien que Starlink. Pour les utilisations d'aujourd'hui, qui est la connectivité, OneWeb donne la même chose qu'un Starlink d'aujourd'hui. Donc c'est le même niveau de service. C'est le même niveau de service, mais pas la même quantité de capacité. Et pour l'Ukraine, ce n'est pas forcément autant une question des quantités de capacités, c'est surtout être sûr d'avoir la couverture dans toutes les situations. Mais vous avez ces discussions aujourd'hui avec l'Europe et avec l'Ukraine ? Surtout avec les distributeurs qui fournissent l'Ukraine qui est en fait financé par l'Europe. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'état de ces discussions et sur un éventuel remplacement de Starlink en Ukraine? Aujourd'hui, c'est clair que ces discussions-là sont identifiées, et surtout au niveau des nombres de terminaux qui sont en Ukraine. On a fourni plusieurs centaines, voire des milliers, mais là, il y a une vraie question, est-ce qu'on peut mettre beaucoup plus de terminaux, ça veut dire des antennes sur sol, là où on réceptionne et utilise, pour être sûr d'avoir, en cas de backup, ou en cas des débranchements des Starlink, une certitude d'avoir de la redondance d'une autre réseau qui peut reprendre derrière. Et est-ce que les événements des tout derniers jours, là, on est dans l'actualité chaude, mais depuis le clash vendredi dernier, dans l'Oval Office entre Trump et Zelensky, a accéléré ces discussions? Est-ce que vous avez un agenda à nous donner peut-être? Je pense en fait déjà Munich, il y a quelques jours de plus, a commencé cette discussion-là parce que c'était vraiment, je pense, un réveil pour Europe et qui disait oh là, on n'est pas sûr d'avoir cette garantie-là. Et déjà là, je pense que vous avez aussi vu bouger les cours d'action des autres gros entreprises qui s'en occupent de la défense. Nous, on a rattrapé un peu plus tard, début de cette semaine, parce que ça est devenu vraiment clair que les spatiales, la connectivité, ça fait partie de l'arsenal des armes qu'on a besoin et qui sont vraiment essentielles quand on est en guerre. La question derrière, c'est votre assise financière, parce qu'il y a évidemment l'Europe qui pivote, mais vous avez annoncé des pertes au premier semestre de 873 millions, un endettement qui frôle les 3 milliards. Il y a une inquiétude sur le poids de la dette de votre côté. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'assise financière pour pouvoir répondre justement à un pivot de l'Union européenne ? Alors d'abord, des pivots de l'Europe, ça se base beaucoup
sur Iris-Carré. Iris-Carré, c'est un projet essentiel où Eutelsat fait partie du consortium SpaceRISE et on est les plus gros investisseurs à côté de la Commission européenne en Iris-Carré. Iris-Carré garantit la souveraineté dans l'espace, aide la capacité des dernières cris avec les innovations, mais aussi sur la souveraineté européenne. Iris-Carré va arriver tard, probablement plutôt en 30-31, c'est maintenant le timeline, et d'ici à Iris-Carré, on a notre constellation en orbite basse qui continue à fonctionner et qu'on va assurer. C'est OneWeb qu'on a acheté, qui va continuer à fonctionner et qui nous donne cette capacité jusqu'à ce que Iris-Carré arrive. Et ça garantit la souveraineté européenne pour la capacité de l'orbite basse. Mais sur le fonctionnement, il y a eu des déceptions quand même sur OneWeb. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme vous l'attendiez? Aujourd'hui, ça fonctionne comme on entend. On a encore 2-3, c'est qu'on appelle les gateways terrestres, qui nous manque. Et on a passé du temps à discuter. Il y a Martinique qui n'est pas tout à fait fini. Orange est en train de nous donner un coup de main là-dessus. Il y a Tanzanie qui devrait être ouvert pour une partie de l'océan Indien. Mais au-delà de ces 2-3 trous des gateways, ça fonctionne. Et surtout, ça fonctionne partout en Europe, y compris sur Ukraine. Ça fonctionne partout dans des Amériques. Donc les marchés ont tort quand, par exemple, il y a vos CDS qui augmentent très fort. Quand certains financiers pensent que vous allez faire défaut, ils ont tort. Oui, ils ont tort. On a des gros actionnaires et une partie de ces mouvements en bourse qui sont un peu violents, c'est aussi lié au fait qu'on a en fait très peu de flottants, qui en fait s'éventent. On a des gros actionnaires, y compris l'État français avec BPI, qui est notre deuxième actionnaire, l'État anglais qui est notre troisième actionnaire, et Sunimittal qui est un grand investisseur dans les télécoms, qui est aussi actionnaire dans les British Telecom et dans d'autres, qui a des grosses opérations des télécoms en Afrique et en Inde, qui est aussi investisseur. Ces gros investisseurs sont derrière nous. On a aussi CMA CGM, on en a parlé avant. Propriétaire de BFM Business. Qui sont actionnaires chez nous. Et ces gens-là, heureusement, on a une discussion directe avec eux parce qu'ils ont des représentants dans notre conseil d'administration. Et heureusement, eux, ils comprennent assez bien notre modèle. Et vous venez d'annoncer une première mondiale, c'est une liaison 5G entre l'espace et la Terre, avec Airbus et Mediatek. Est-ce que c'est une première réponse technologique à l'avance de Starlink? C'est une réponse surtout à une alternative à Starlink. Comme vous le savez peut-être, Starlink, et comme Elon Musk souvent, a choisi de faire un silo entièrement à part, avec vraiment du bout à bout du Starlink. Nous, pour faire une alternative, on s'est dit on va se passer dans l'écosystème du télécom. On va se doter avec les standards du monde du télécom et du 5G et du 6G. Et ça fait depuis en fait plusieurs années qu'on s'intègre de plus en plus vers ces mondes-là. Nous, on trouve que le monde du satellite est trop petit pour développer ses propres standards. Et comme c'est de la connectivité, comme celle qu'on a sur nos téléphones ou dans nos réseaux terrestres, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de se baser sur ces mêmes standards-là? Comme ça, un jour, on a probablement un chipset qui est produit pour la téléphonie, mais qui peut aussi être utilisé dans nos satellites. Et c'est pour ça qu'on s'approche, et ça c'est une grande première, c'est aussi important pour Iris-Carré. Iris-Carré est aussi avec une vision d'intégrer beaucoup plus ce monde des réseaux terrestres et des réseaux qui viennent du spatial. Nous, on pense vraiment que les spatials doivent être un complément par rapport à nos réseaux terrestres. Et on travaille, c'est pour ça qu'on travaille avec tous les télécoms, parce qu'on dit, on a signé aussi hier avec Orange, qui prend une partie de notre capacité pour les endroits où eux, ils ne pensent pas que c'est rationnel de construire ni du fibre ni du 5G. Mais là, les spatial, c'est une très bonne réponse pour ces endroits-là, qui est entre 2 et 4% presque partout, même en France, et bien sûr beaucoup plus qu'on arrive en Afrique ou en Asie. La technologie, c'est une chose, mais il faut de la commande publique. Quand vous entendez que Giorgia Meloni est engagée dans des discussions préliminaires avec SpaceX, qu'est-ce que ça vous fait comme effet ? Et ça fait comme effet que ça fait partie des discussions qu'on doit avoir, et c'est normal qu'on regarde toutes les options qui sont possibles. Je pense aussi qu'il y a un critère de sélection qui est la souveraineté. Et je pense que cette critère de sélection pour un pays comme l'Italie ou pour la France ou pour l'Allemagne
va devenir encore plus important dans les choix des fournisseurs. Vous discutez vous aussi avec l'Italie comme SpaceX Ah oui, bien sûr. On a des grandes opérations à Turin. On a beaucoup des interactions avec l'écosystème spatial. On travaille d'une manière très étroite avec Telespazio, qui fait partie aussi du groupe un peu des TAS et Leonardo. Telespazio est quelqu'un qui donne beaucoup de capacités au gouvernement. On travaille d'une manière étroite avec eux. Et en fait, si on a bien compris les processus en Italie, c'est qu'il y a des discussions autour des choix qu'il va avoir l'Italie, mais que l'évaluation va être mise en route, mais qui n'est pas encore faite. Vous pourriez aussi être sur ce contrat-là. Exact. Il n'est pas du tout encore fait. Merci beaucoup Eva Berneke d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.